Bonjour, je suis Jean-Paul Demoule, professeur d'archéologie à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je suis plus spécialement spécialisé sur ce qu'on appelle le néolithique, c'est-à-dire l'apparition de l'agriculture et de l'élevage dans le monde, il y a à peu près 10 à 12 000 ans, et ça a certainement été la rupture la plus fondamentale dans l'histoire des sociétés humaines. Donc CapScience m'a demandé justement de vous parler des apports de l'archéologie à la présente situation de crise épidémique, et donc nous allons y consacrer 3 séances. La première sur plus généralement la notion de crise, sachant que l'archéologie, c'est pas simplement Indiana Jones ou s'intéresser à des objets un peu étranges et dans des musées où personne ne va, mais c'est en fait la seule discipline, la seule science humaine et sociale qui a une aussi grande profondeur de temps, puisqu'elle commence avec l'émergence des premières sociétés humaines, il y a 6 ou 7 millions d'années, et elle dure jusqu'à nos jours, puisqu'on peut faire de l'archéologie du temps présent. Alors, cette notion de crise, en fait, toutes les espèces biologiques sont en permanence confrontées à des crises. C'est même le principe de ce qu'on appelle la sélection naturelle, c'est-à-dire que tout organisme vivant, quand il se reproduit, eh bien l'être nouveau qui apparaît a un certain nombre de traits avantageux, d'autres désavantageux et d'autres neutres. Et c'est ces traits avantageux qui vont être sélectionnés, vont assurer sa plus ou moins grande survie dans l'environnement où il se trouve. Et c'est ce qui explique que nous autres, Homo sapiens, nous ayons progressivement éliminé toutes les autres espèces biologiques que nous estimions nuisibles ou inutiles. Donc ça veut dire que sélection naturelle, c'est pas forcément bien. Ça peut avoir des avantages pour les autres et même pour nous. Le fait qu'aient été sélectionnés à chaque fois les individus qui avaient le cerveau, mais évidemment tout ça à l'échelle de dizaines, sinon de centaines de millénaires, les cerveaux qui étaient les plus gros et les plus complexes, ça a aussi des avantages, puisque nous avons chacun notre part aussi sombre, l'inconscient, la violence, etc. Donc sélection naturelle ne veut pas dire forcément bien, mais toujours est-il qu'on en est là, et nous n'avons cessé effectivement de traverser des crises. On a parfois imaginé que un des facteurs qui est procédé à l'émergence des humains, c'était le fait que les primates vivaient auparavant en Afrique dans des forêts, qu'une sécheresse climatique aurait fait disparaître une partie des forêts et donc nécessité d'adaptation à la savane. Alors ce terme d'adaptation lui-même aussi peut être, tout comme celui de sélection naturelle, peut aussi être détourné de manière idéologique quand on va enjoindre les gens à s'adapter à ce qui serait censé être mieux, plus moderne, etc. Toujours est-il que par rapport à la notion de crise, on peut distinguer en fonction du temps, on pourrait distinguer trois régimes de temps, les crises lentes, les crises moyennes et les crises courtes, pour faire simple. Les crises lentes, c'est par exemple l'alternance de périodes glaciaires et interglaciaires qui ont marqué l'histoire de la Terre depuis les origines, sachant que on a affaire à des inclinaisons régulières de l'axe de la Terre par rapport au Soleil, qui fait que on a tantôt des périodes froides. La dernière période glaciaire a duré 100 000 ans, entre moins 115 000 ans et moins 10-12 000 ans, et qu'on est actuellement, pour quelques millénaires encore, dans une période interglaciaire.
Donc là, il a bien fallu que, par rapport à cette crise, les humains s'adaptent, d'autant qu'une partie d'entre eux avaient quitté leur environnement naturel de l'Afrique pour s'aventurer dans l'ensemble de l'Eurasie et remonter plus au nord. Donc c'est là qu'ils ont été obligés de développer les vêtements, dont on a des preuves à la fois par l'invention de l'aiguille à coudre, de l'aiguille qu'on appelle à chat, et également la présence montrée par la génétique des poux de corps qui ne peuvent exister que s'il y a des vêtements. Donc ça, c'est les crises lentes. Alors, les crises de durée moyenne, c'est ce qu'on appelle souvent des effondrements, c'est-à-dire quand une société prospère pendant des siècles va plus ou moins rapidement s'effondrer. Il y a un livre très populaire qui s'appelle Effondrement, qui traduit le terme américain de collapse du biologiste Jared Diamond. Comme exemple d'effondrement de civilisation, on a par exemple la civilisation de l'Indus qui s'étendait dans le Pakistan actuel entre moins 2700 et moins 1700 à peu près avant notre ère, qui disparaît en peu de temps, qui est une civilisation brillante avec des villes comme Harappa, Mohenjo-Daro, des villes prospères avec des systèmes hydrauliques, etc. Et ça disparaît. Alors, on a cherché toutes sortes de causes violentes et maintenant les archéologues s'accordent sur le fait que ça a été un effondrement lent d'une civilisation surdimensionnée par rapport aux capacités de l'environnement, et ce qu'on retrouve après, c'est pas du tout un univers désolé, mais c'est de nouveau un retour à des communautés villageoises, des circuits courts, pour prendre ce terme à la mode et anachronique, et donc finalement quelque chose de plus à même d'exploiter au mieux l'environnement. Et ces effondrements qu'on peut constater, il y en a des dizaines, sont souvent de ce type. On peut reprendre par exemple le cas de la Grèce, le monde mycénien, avec ses forteresses, ses masques en or, ses palais, ses fresques, s'effondrent vers moins 1200. Et après, les siècles qui suivent, les archéologues, très, très tristes de ne plus trouver de palais ni de masques en or, appellent ça les âges sombres, de Dark Ages en anglais. Mais en fait, là encore, quand on regarde ce qu'on trouve, c'est pas du tout un paysage de désolation, c'est de nouveau des communautés villageoises. Et c'est de ces communautés villageoises que vont peu à peu émerger ce qu'on appelait avant, faute de mieux, le miracle grec, mais qui s'est construit justement à partir de ces communautés villageoises et qui va donner naissance au monde à partir du 8e siècle de notre ère, au monde des cités grecques, de la démocratie athénienne, la philosophie, Homère, l'Iliade, l'Odyssée, etc. Plus près de nous, autre exemple, les Mayas, donc qui s'étendaient sur partie du Mexique actuel, dans les premiers siècles de notre ère, cette civilisation s'effondre aux alentours de l'an 1000 de notre ère. Là encore, on cherchait toutes sortes d'explications à ce Maya collapse, comme on disait en anglais, et là encore, maintenant, on s'accorde à penser que c'était un système politique et social surdimensionné avec ses cités-États, et que quand il y a eu des oscillations climatiques, des périodes un peu plus sèches, la réponse ça a été d'en appeler aux dieux et donc de construire des pyramides de plus en plus gigantesques dans les plaines les plus fertiles, chaque cité rivalisant l'une avec l'autre, et à expulser les paysans qui produisaient l'alimentation nécessaire en dehors de ce monde des cités vers les collines, et que ça a fragilisé, et donc cercle vicieux, ça s'est lentement effondré. Donc voilà ce qu'on peut dire de ces crises, et on en a beaucoup d'exemples. Quand un système est trop complexe, qui gère mal son environnement, il peut être fragilisé. Alors est-ce qu'on peut l'appliquer ou non à la période actuelle? C'est ce qu'on verra, puisqu'il est plus facile évidemment de prédire le passé que l'avenir.
Enfin, les crises courtes, c'est évidemment les épidémies ou les guerres. Les guerres, par exemple, les guerres de conquête, la conquête des Gaules par les Romains, la conquête des Amériques par les Espagnols et les Portugais, les guerres napoléoniennes, hitlériennes, les grandes conquêtes mongoles du Moyen Âge, qui donc vont se faire en peu de temps et vont plus ou moins détruire une partie des sociétés ou en totalité des sociétés conquises ou la colonisation européenne de l'Afrique. Et puis les épidémies, bien sûr, les plus anciennes qu'on connaisse historiquement, mais j'y reviendrai dans la séance suivante, c'est la peste d'Athènes au 5e siècle de notre ère. Et puis on a une série, la peste justinienne du début du Moyen Âge, la grande peste noire du 14e siècle du Moyen Âge, qui tue près de la moitié des Européens, ou la peste de Marseille au XVIIIe siècle, avec laquelle on a un des premiers exemples historiques de confinement, où la ville a été encerclée par l'armée. Alors par rapport à cette question du confinement, on a l'impression de vivre quelque chose d'absolument inouï et jamais vu. On pourrait en fait montrer que c'est tout à fait dans la logique de la trajectoire humaine à partir précisément de l'agriculture et de l'élevage, c'est-à-dire à partir de du néolithique, dans la mesure où les sociétés humaines vont se sédentariser, chacun s'enferme, chaque famille s'enferme dans une boîte, dans une maison en dur, c'est là qu'elles apparaissent, en bois, pierre, terre, ou les deux, la maison elle-même à l'intérieur d'une agglomération, d'un village, entourée des pâtures et des champs, puis d'espaces sauvages qui vont être même plus à la fois exploités pour le bois, les matières premières, et puis grignotés de plus en plus, puisque de nos jours, il n'y a plus vraiment d'espaces sauvages, il n'y a que des réserves, des parcs naturels où les animaux sont décomptés, éliminés s'il y en a trop, soignés s'ils vont pas bien, etc., etc. Et c'est aussi en se rapprochant de ces espaces sauvages qu'on a sans doute eu ces questions avec les chauves-souris. On passe du village à la ville. Ben là, dans la ville, on va être de plus en plus immobile parce que on n'a plus de problème de ravitaillement. Le ravitaillement vient par l'intermédiaire des commerces, comme on peut le voir à Pompéi il y a 2000 ans, où il y a plein de boutiques. Et puis de nos jours, ben, on n'a même plus besoin de se déplacer puisqu'on se fait livrer chez soi. Ça a été encore aggravé, si j'ose dire, avec le confinement. Et on est livré, bientôt on sera même plus livré par des humains, mais par des drones, hein, comme ça commence à se faire. Même chose pour le travail, et il y a de moins en moins de cultivateurs et même d'ouvriers dans les usines. Une très grande partie du travail, ce sont maintenant des services où chacun est assis devant son ordinateur, avec d'ailleurs les troubles musculo-squelettiques, les mal de dos afférents. Et même la guerre, qui avant était guerre de mouvement, eh bien une grande partie des actions guerrières décisives, c'est des gens devant leur ordinateur dans des salles de commandement qui envoient des drones ou des missiles. Donc cette idée que l'humanité le confinement actuel serait du jamais vu, au contraire, c'est quelque chose de tout à fait logique, même si c'est un côté un peu paroxystique là dans l'immédiat, mais c'est quelque chose qui n'a rien d'étonnant par rapport donc à l'histoire humaine. Donc voilà pour ce premier point, et la fois suivante, on va se pencher plus précisément sur cette question des maladies et des épidémies. Voilà, à bientôt. Bonjour, bienvenue dans cette seconde séance. La dernière fois, nous avions évoqué l'apport de l'archéologie aux crises qui ont jalonné l'histoire des sociétés humaines. Et maintenant, on va se concentrer plus
plus précisément sur l'apport de l'archéologie à l'histoire des maladies et des épidémies. En effet, les maladies laissent des traces sur les corps, des traces sur les ossements, d'une part évidemment tout ce qui va être blessures, fractures, etc. Là, mais puisqu'on parle plus précisément de maladies, eh bien il y a des maladies comme la tuberculose, la lèpre, la malaria, la thalassémie qui vont laisser des traces sur les ossements et qu'on va pouvoir détecter. Même le deuxième millénaire avant notre ère, à Lerne, en Grèce, on a pu détecter comme ça un certain nombre de maladies il y a déjà un certain temps. Et puis maintenant, grâce à la génétique, qui va retrouver des traces d'ADN, du moins là où il se conserve, c'est-à-dire plutôt dans les pays froids que chauds, on peut identifier la présence de telles maladies, bacilles, virus, etc., notamment par exemple de la peste, du typhus, etc. Il y a un cas célèbre il y a quelques années à Vilnius, en Lituanie, on a pu trouver des charniers qui dataient de la retraite de Russie de Napoléon, qui était parti avec 400 000 soldats et à la fin il n'y en a plus que 40 000 rentrés sains et saufs. Et donc le long chemin de Moscou jusqu'au territoire français, passage de la Bérésina compris, passait aussi par Vilnius. Et là, il y a eu des centaines, sinon des milliers de corps, et en analysant l'ADN, on a pu montrer qu'ils avaient en particulier des poux, et que ces poux avaient transmis le typhus. Donc on a de plus en plus de données justement maintenant sur ces maladies anciennes. Alors, même chez les primates et même chez les humains, à l'époque où ils étaient encore chasseurs-cueilleurs, ce qu'on appelle aussi le paléolithique, donc Homo sapiens qui apparaît il y a 300 000 ans, eh bien, on a pu détecter la présence d'un certain nombre de maladies comme la salmonellose, les poux, là encore, la malaria, les vers intestinaux, etc. Et aussi des maladies transmises par les animaux, ce qu'on appelle des zoonoses, comme la maladie du sommeil, le typhus, le tétanos, la fièvre jaune. Donc, ces sociétés de chasseurs-cueilleurs elles pouvaient être malades, mais c'était des petits groupes de quelques dizaines de personnes, isolés les uns des autres. À l'époque, il y avait 1 ou 2 millions d'humains sur l'ensemble de la planète. Il y en a 7 milliards maintenant. Donc, même si des maladies apparaissaient, ou même si tout un groupe était affecté, ça ne pouvait pas aller très loin. Au contraire, à partir du moment où apparaît l'agriculture sédentaire, donc avec ce qu'on appelle le néolithique, il y a 10-12 000 ans, de manière indépendante dans plusieurs régions du monde, eh bien là, les maladies vont pouvoir se développer. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'individus, que ces individus ne bougent pas, sont sédentaires, donc c'est beaucoup plus facile pour les maladies, les microbes, de passer d'un individu à l'autre, mais aussi parce que ces agglomérations dans les villages et encore plus dans les villes qui vont suivre posent des tas de problèmes logistiques, des problèmes d'accès à l'eau potable, des problèmes d'évacuation des déchets, et puis il y a le confinement, si j'ose dire, avec les animaux, à la fois les animaux domestiques qui peuvent apporter des maladies, les bovins, sans doute la tuberculose, les moutons, ce qu'on appelle la brucellose, les chats, maladie de la griffe du chat, les chiens, éventuellement la rage, et puis les animaux aussi dits commensaux, ceux qui vont accompagner donc ces nouvelles installations humaines, comme les rats,
vont apporter, dont les puces vont apporter la peste, voire ce qu'on appelle la leptospirose, les pigeons, les oiseaux qui vont apporter ce qu'on appelle la psittacose, donc toute une série de maladies qui vont être dues à ces animaux. Sans compter aussi ce que la vie moderne va nous apporter de manière un peu paradoxale avec les antibiotiques qui vont engendrer des résistances aux antibiotiques ou même avec les maladies dites auto-immunes qui sont dues en partie à un excès d'hygiène. Alors, comme je disais, à la fois l'archéologie et l'histoire nous offrent des archives extrêmement précieuses sur l'histoire de ces maladies et de leurs conséquences, sachant que tous les morts n'ont pas toujours le même poids. Par exemple, on a ressorti des archives la fameuse grippe de Hong Kong des années 1968-1969 de notre ère. Moi, j'avais 20-22 ans à cette époque, je n'en ai aucun souvenir, alors même que ça a tué 1 million de personnes dans le monde et plusieurs dizaines de milliers en France. Mais on n'en parlait pas, à la fois parce que, effectivement, l'information évidemment circulait beaucoup moins. Il y avait que 3 chaînes de télévision entièrement contrôlées par l'État, et puis il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais c'est l'époque où il y avait encore 20 000 morts tous les ans sur la route, ce qui a été divisé par 10, de même que les 60 000 à 80 000 morts du tabac ne sont toujours assez modérément pris en compte par rapport à d'autres facteurs de mortalité. Même chose pour la grippe asiatique, qui est un terme des début des années 50, qui est un terme que j'ai entendu quand j'étais enfant, qui là encore a fait cette fois 2 millions de morts et des dizaines de milliers de morts en France, mais sans que c'est autant ému. Donc ça fait partie également de, quand on réfléchit sur ces maladies, ça fait partie également de l'ensemble du contexte à prendre en compte. Alors, dans l'histoire, les maladies ont eu, et les épidémies ont eu des influences plus ou moins grandes, compte tenu aussi de la capacité d'adaptation des sociétés humaines. Comme j'avais dit la dernière fois, la plus ancienne épidémie répertoriée par des textes, c'est la peste d'Athènes à la fin du 5e siècle, qui a tué même le célèbre dirigeant Périclès, dont on sait que c'est pas la peste, mais peut-être la variole, voire Ebola, ou plus tard la peste justinienne au 6e siècle de notre ère, et évidemment la grande peste noire du 14e siècle, qui est revenue de manière récurrente jusqu'au 18e siècle, notamment à Marseille, où on a eu parmi les premières procédures de confinement attestées, où toute la ville a été bloquée par l'armée. Alors quelquefois on a un peu tendance à surinvestir les conséquences de ces épidémies. On constate par exemple, cette fois au néolithique, donc là on n'a pas de texte, que par exemple vers moins 4000, on a de très grands villages jusqu'à 10 000 personnes dans l'actuelle Roumanie, Moldavie et Ukraine, et que en peu de temps ces villages disparaissent. Alors est-ce que c'est violence, etc. On a pensé notamment à des phénomènes de peste. Même chose vers moins 3000 au nord-ouest de l'Europe. On a des populations venues des steppes qui semblent s'installer assez facilement, donc on s'est demandé s'il n'y avait pas eu une épidémie de peste juste avant, sachant que on a des évidences de la présence de peste grâce à l'ADN sur certains squelettes dans ces régions, même si on ne sait pas si ce bacille de la peste, la Yersinia pestis, était ou non aussi mortel qu'aux périodes historiques. Et puis évidemment, pour des grands effondrements comme celui de l'Empire romain, on a évoqué des maladies, soit le saturnisme qui aurait été provoqué par les conduites en plomb
d'eau courante des grandes villes romaines réservées à l'élite, soit d'autres types de maladies. Célèbre historien anglais Harper, dont le livre a été traduit il y a un an en France, et qui recherche dans les maladies la cause principale de l'effondrement progressif de l'Empire romain. Mais on a par ailleurs des exemples historiques évidemment parfaitement indéniables, comme la conquête européenne des Amériques, où les Européens, en apportant la rougeole contre lesquelles les populations amérindiennes n'étaient pas prémunies, eh bien, ont ravagé toutes ces populations, ce qui a ajouté au massacre. Donc, en quelques dizaines d'années, les populations amérindiennes sont passées de 15 millions d'individus à 500 000. Donc un génocide effroyable. Ce qui explique par exemple que vous avez sans doute entendu parler de cette petite île de l'archipel des Andamans qu'on appelle Sentinelle Nord, où il y a encore un petit groupe d'une centaine ou 200 chasseurs-cueilleurs, et le gouvernement, c'est un archipel au large de l'Inde, le gouvernement de l'Inde les protège, interdit tout contact justement parce qu'ils risqueraient d'être entièrement décimés si quelqu'un débarquait avec les maladies occidentales. Et par ailleurs, eux-mêmes se tirent avec leurs arcs et leurs flèches sur tout nouveau débarquant. Alors est-ce que d'un point de vue archéologique, on retrouvera des traces de la situation actuelle? Dans l'absence d'archives un peu précises, et notamment d'archives électroniques, on verrait effectivement qu'il y a eu une augmentation, un pic de mortalité, avec un travail archéologique un peu bien fait. Mais est-ce que ça irait au-delà? On n'en sait rien. Et comme ce confinement jusqu'à présent est un épisode relativement bref, il n'est pas certain non plus que on puisse vraiment le détecter, à part effectivement un ralentissement de l'activité économique, de la production, qui lui pourrait être détecté avec des techniques de recherche relativement fines. Alors voilà pour cette seconde séance, et puis pour la troisième, on envisagera ce que l'archéologie pourrait nous apprendre sur, sinon le jour d'avant, le jour d'après, mais par rapport aux millénaires d'avant, ce qu'on pourrait dire au minimum, sinon des millénaires, mais des années d'après. Voilà, à bientôt, au revoir. Bonjour. Donc c'est notre troisième séance des relations entre l'archéologie, les apports de l'archéologie à la situation de crise épidémique et économique et sociale actuelle. Et donc dans cette dernière séance, on va se consacrer plus précisément sur ce que l'archéologie peut nous apporter, pas seulement par rapport au passé, mais par rapport au présent. On a effectivement l'archéologie a été elle-même impactée directement par la crise. Alors, il arrive que très concrètement les archéologues soient confrontés à des épidémies dans les fouilles proprement dit. Quand on va fouiller un charnier, par exemple, on a fouillé en France des charniers qui dataient de la peste de Marseille, début du XVIIIe siècle, qui avait été les premières occurrences de confinement. C'était intéressant parce que quand on regarde aussi, j'en ai pas parlé dans les fois précédentes, mais quand on regarde les témoignages historiques, on cherche toujours des boucs émissaires.
également dans les épidémies. Et quand la grande peste noire, c'était les Juifs qui empoisonnaient les puits, par exemple. Et actuellement, c'est les théories complotistes divers et variées, chacun se renvoyant la balle, fleurissent particulièrement grâce aux réseaux sociaux. Les archéologues peuvent être confrontés justement à des charniers avec des risques de contacter le virus, contracter le virus s'il est encore présent, donc on fait attention. La peste, pour les charniers de peste, c'est pas vraiment dramatique dans la mesure où la peste, si elle est détectée à temps, se soigne maintenant très bien par des antibiotiques qui évidemment n'existaient pas au Moyen Âge. Il y a quelques années, justement, l'INRAP a fouillé à Évreux un charnier de l'époque romaine où il y avait à la fois des humains, des chevaux pêle-mêle, mais aussi un squelette de mouton. Donc on s'était demandé si ce mouton n'avait pas la maladie dite du charbon qui peut se communiquer aux humains, qui peut être très grave. Et l'Institut Pasteur a examiné le squelette, mais il n'en a pas trouvé de traces. Ça ne prouvait pas qu'il n'en était pas mort, ce pauvre mouton, mais en tout cas que le microbe n'était plus détectable. Alors, dans la situation présente, évidemment, l'archéologie est tout à fait impactée, puisque les chantiers ont été arrêtés pendant toute la période du confinement, et vu les mesures à prendre, les mesures de distanciation physique en particulier, aussi bien sur les chantiers que dans les constructions provisoires, les abris, les algécos, les bases de vie sur le chantier même, ou dans les véhicules pour se rendre au chantier, plus la désinfection de l'outillage, de ces locaux, des véhicules, tout ça pose toute une série de problèmes qui sont évidemment très, très complexes, et qui fait que les grands chantiers avec beaucoup de gens pourront reprendre que très progressivement. On pourrait même d'ailleurs craindre que, c'est comme la plupart des chantiers archéologiques sont des chantiers d'archéologie préventive, c'est-à-dire ceux qui sont faits avant les gros travaux d'aménagement, autoroutes, carrières de sable, construction divers parkings qui vont détruire un site archéologique. On pourrait avoir peur que certains en profitent pour dire bon, puisque les archéologues ne peuvent pas venir, on va se passer d'eux et on va détruire le site. C'est pas totalement de la science-fiction, puisque à Namur en Belgique, devant le Parlement de Wallonie, les autorités politiques ont commencé à dire oui, puisque les archéologues ont arrêté, donc ça les intéresse pas et on va détruire le site. Donc il y a eu des pétitions, j'en ai fait partie et on a obtenu quand même un délai. Mais on pourrait craindre aussi qu'il y ait dans les pays comme la France, où il y a également des entreprises privées d'archéologie qui interviennent souvent à moindre coût, que certaines des entreprises en profitent pour dire moi je veux bien intervenir avec des prix moindres et des conditions sanitaires moins exigeantes, mais jusqu'à présent, et croisons les doigts, ça ne s'est pas présenté. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que ça nous apprend aussi, la crise actuelle, par exemple, cette réduction du monde sauvage qui commence au néolithique, en étendant toujours plus les habitats, on s'est rapproché du monde sauvage et les malheureuses chauves-souris, par exemple, se sont trouvées confrontées aux sociétés humaines alors qu'elles vivaient jadis très tranquillement et très loin. Ce qu'on voit aussi, c'est que nos systèmes économiques dits globalisés sont assez fragiles, parce que si jamais il y a un pays qui se trouve en difficulté, comme la Chine, à force de faire venir de très loin nos masques ou nos respirateurs, entre autres, sans compter l'alimentation d'autres objets, on s'aperçoit que ce système est ce système complexe, dont la seule justification est les salaires à moindre coût, est extrêmement fragile pour nos sociétés. Plus concrètement, d'un point de vue social, on s'aperçoit que les gens les plus impactés, c'est
en France en particulier, mais ailleurs aussi, c'est les populations les plus pauvres. De même que la tuberculose, qui a été éradiquée dans les années 50-60 en Occident, elle est réapparue avec la crise économique dans les années 70-80, mais comme une maladie de la pauvreté, touchant les populations pauvres. Et là, une grande partie des gens touchés par le coronavirus, à part les personnes âgées, c'est les personnes pauvres, notamment celles qui sont surpoids à cause d'une mauvaise alimentation. Et c'est aussi les gens qui vont être qui vont être plus rapidement fragilisés sur le plan économique, si bien qu'on a affaire à de vrais problèmes de faim tout court, FAIM, dans certaines banlieues de nos grandes villes. Et on voit aussi que les personnes qui sont les plus mobilisées dans la difficulté, eh bien, c'est les femmes, puisque beaucoup des métiers qui ont continué à être indispensables, c'est-à-dire aide-soignante, infirmière, aide à domicile pour les personnes dépendantes, caissière, femme de ménage, eh bien, il s'agit de métiers qui, 70 à 95% sont des métiers féminins. Par ailleurs, on peut remarquer que chacun y a trouvé la confirmation de ce qu'il pensait auparavant. C'est-à-dire que les uns vont dire oui, il y a crise, c'est très embêtant pour l'économie, bon, et certes il y a des morts, mais c'est surtout des personnes âgées qui seraient mortes de toute façon un peu plus tard. N'impactons le moins possible l'économie, et en tout cas, pour la faire redémarrer, il faudra travailler beaucoup plus qu'avant, plus de 35 heures, etc. Ce qui est un peu un paradoxe, parce que si il y a beaucoup de chômage, il vaut mieux partager le travail plutôt que le concentrer. Et puis d'autres vont dire, eh bien, ça prouve que la globalisation, c'est pas très adéquat, qu'il faut des circuits de ravitaillement beaucoup plus courts, qu'il faut mieux gérer l'environnement, qu'il faut corriger les inégalités, avoir des impôts plus progressifs, par exemple. Alors on va dire, oui, mais la France est un des pays où les impôts sont le plus progressifs. Ce à quoi on peut répondre en reprenant un proverbe de mon Berry natal, qu'un chien mouillé n'en sèche pas un autre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des pays qui sont moins progressifs dans l'imposition et qui sont plus inégalitaires que ça justifie la situation française actuelle. On a remarqué aussi que les Français étaient plus exigeants vis-à-vis de leurs dirigeants. De fait, il y a très régulièrement des révolutions depuis 2 siècles, plus que dans d'autres pays. Mais ça prouve simplement, effectivement, un taux d'admissibilité de l'inégalité ou de l'oppression qui est plus faible que dans d'autres pays qui vont accepter ou qui n'ont pas connu de formes plus démocratiques. Donc c'est pas non plus une raison, mais ça permet justement de réfléchir sur le long terme, sur le fait que régulièrement des dirigeants triomphalement élus deviennent très vite impopulaires au bout de quelques mois, quel que soit leur parti politique d'origine. Et donc plus globalement, enfin, cette crise nous permet de poser un problème qui est celui qu'on appelle de l'anthropocène. L'histoire de la Terre, depuis ses origines, est partagée en grandes périodes. Donc on a l'ère primaire, secondaire, tertiaire, avec des sous-périodes Pléistocène, Pliocène, Holocène, etc. Et depuis quelque temps, on a créé le terme d'anthropocène, c'est-à-dire que c'est une période qui, cette fois, n'ont pas des oscillations climatiques ou géologiques, mais dues à l'homme. Anthropos, l'homme en grec ancien. Quand est-ce que cette période commencerait? Pour les uns, c'est seulement à partir de démarrage de l'énergie nucléaire dans les années 50, ou pour d'autres, la révolution industrielle du 19e siècle, pour d'autres, la Renaissance, les grandes découvertes, la colonisation du monde. Je fais partie des gens qui le font commencer au néolithique, parce que c'est la plus grande rupture dans les rapports de l'homme avec la planète, domestication progressive de la nature,
nature, avec toutes sortes d'impacts positifs ou négatifs. C'est selon, même si les signaux au début sont très faibles dans les premiers millénaires, et vont s'accélérer de manière exponentielle comme aujourd'hui. Alors cet anthropocène, il faut effectivement pas le voir comme une espèce de fatalité contre lesquelles on ne pourrait rien. Il y a eu des formes de sociétés extrêmement différentes dans leur exploitation de l'environnement, dans leur organisation, dans leur gestion d'inégalités sociales plus ou moins grandes. Donc c'est le résultat de l'action des sociétés humaines, et cette action, elle peut être extrêmement différente. C'est des choix que font les sociétés, à condition évidemment d'être relativement éclairées. Et donc la situation actuelle est tout à fait passionnante d'un point de vue historique. Pour un archéologue et historien, parce qu'elle nous permet justement de réfléchir non seulement au passé et au présent, mais surtout au futur, et d'éclairer cette notion de choix des sociétés. Les sociétés sont ce qu'elles font d'elles-mêmes. Voilà, je reste à votre disposition pour débattre de toutes ces questions, et à très bientôt. Au revoir.